au début, quand je venais au Sunnyside, je vendais. Le Sunnyside, c'est quand même majoritairement pour des producteurs français parisiens qui disaient on ne cherche pas à contacter les diffuseurs parce qu'on les voit déjà assez fréquemment à Paris, donc on voit surtout les diffuseurs étrangers. Le problème, c'est que j'arrive pas à m'organiser pour caler un calendrier de rendez-vous à temps parce qu'il faut s'y prendre 3 mois à l'avance. Donc j'ai laissé ça à mon acolyte qui est là, qui s'occupe de voir maintenant les diffuseurs étrangers, de prévendre effectivement le film, sachant que suivant les années on a plus ou moins de choses à vendre parce que c'est plus ou moins des documentaires à connotation internationale. Donc l'année dernière on avait le film sur débarquement à vendre, on avait du taf. Maintenant cette année on est toujours dans le documentaire historique mais plus sur les sujets franco-français. Cette année en tout cas dans les projets à présenter, donc on va viser les francophones, éventuellement l'Europe du Nord parce qu'ils peuvent éventuellement être amateurs. L'Afrique du Nord aussi, parce que on a 2 films sur la décolonisation qui peuvent les intéresser quand même, mais ça reste quand même relativement limité. Voilà. Mais ça permet de toute façon, même si on n'a pas forcément quelque chose à vendre et si on n'a pas forcément de contrat à signer impérativement au ça permet de rencontrer les gens, d'entretenir des relations et puis de faire du relationnel. Moi je fais que ça. Voilà. Si vous voulez des réponses les attentes pour la réforme du COSIP, c'était effectivement d'arriver à distinguer au maximum ce qu'on appelait initialement documentaire de création, qu'on va appeler maintenant plus documentaire exigeant, justement, c'était la formule de Frédéric Bredin, de les financer mieux et de financer moins bien, de façon plus sélective, la déferlante qu'il y a eu, c'est le terme que j'employais à la conférence de presse de Satem hier, sur les reportages qui fleurissent sur la TNT et qui pour nous ne sont pas des œuvres patrimoniales qui méritent d'être aidées, ou en tout cas qui méritent d'être aidées à la même hauteur que des documentaires plus ambitieux et qui plus est sont plus patrimoniaux, représentent plus un savoir-faire français qui peut s'exporter, etc. Voilà. Donc on a beaucoup planché pendant 2 ans, plus même, sur qu'est-ce que c'est qu'un documentaire de création, pour essayer de dire voilà ce qu'est documentaire de création, voilà ce qui n'est pas. On n'est jamais arrivé à se mettre d'accord, et c'est tout à fait normal, sur une définition du documentaire de création parce qu'on veut justement quand même préserver la diversité des écritures et la respecter, c'est aussi ce qui fait la richesse du documentaire. Néanmoins, il fallait quand même trouver des critères objectifs et c'est pour essayer de distinguer au moins différents types de programmes à caractère documentaire. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup agi, mais comme tous les syndicats et les diffuseurs, enfin tout le monde vraiment s'est mis autour de la table avec le CNC pour essayer de trouver des critères qui puissent être les plus justes et équitables possibles. Je pense que ces critères ont été trouvés et que la réforme du CNC telle qu'elle va être mise en application est ultra vertueuse. Voilà. Maintenant, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est sur la date de mise en application, parce que ça fait 2 ans qu'on a fait ça, qu'elle nous avait été promise pour l'été, que maintenant s'est reportée à l'automne, sans date, et que l'automne, ça va jusqu'au 21 décembre. Donc, et qu'ensuite, le risque, c'est que finalement, ils disent on ne va pas mettre en application une réforme pour 1 mois, 2 mois, donc on va attendre le 1er janvier, avec tout le risque qu'il peut y avoir derrière, de tout ce temps qui va se passer. Il va y avoir un lobbying terrible de la part de ceux qui sont contre cette réforme. Voilà. Mais autrement, c'est une réflexion producteur. Je vais vous dire, je prends, ne serait-ce que mon cas,
je suis rentrée chez Cuivre il y a 20 ans. J'ai jamais choisi d'en partir pour monter ma boîte. C'est bien que dès le départ, je pensais qu'il y avait trop de producteurs. Que ça n'avait pas de sens de monter une structure, de galérer, et je vous l'ai dit d'ailleurs, de galérer tout seul avec des contraintes administratives, juridiques, alors que pourtant c'est pas un domaine qui m'est étranger, sans avoir un minimum de réseau, un minimum de contacts qui permet de se lancer. Donc ça c'est une chose, je me le suis appliqué à moi en premier. Deuxième chose, et puis je pense que quand on est nombreux dans une boîte, on échange et c'est super important. La richesse de l'audiovisuel, c'est justement l'échange et le partage d'informations, de points de vue, etc. Donc quand on est tout seul dans sa boîte à faire ses propres films, parce que souvent c'est ça, les petites boîtes, c'est le réalisateur qui monte sa boîte parce qu'il n'est pas arrivé à se faire produire ailleurs. On tourne très vite en rond. Voilà, donc il y a ça. Donc intellectuellement, je trouve pas ça positif. Encore une fois, quand ce sont des boîtes, et il y a une pléthore de boîtes avec le réalisateur qui se produit tout seul. C'est ça, quand on dit trop de producteurs, c'est ça, c'est-à-dire ce sont des réalisateurs qui ont des compétences artistiques, mais qui n'ont pas de compétences de production. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun son métier. Voilà, donc ça c'est une chose, première chose. Deuxième chose, qui est un peu la prolongation, chacun son métier, c'est que la production, comme le disait Emmanuel Frigou, c'est quand même un métier qui n'est pas techniquement compliqué, mais qui est complexe, parce qu'il demande à être très polyvalent. Et ça demande pour ça une formation, me semble-t-il, qui est à la mesure de ça. Et c'est la raison pour laquelle j'enseigne à INASUP, c'est justement parce que je pense que cette formation est nécessaire. Et qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, simplement parce qu'on a envie d'envoyer péter tous les producteurs qui nous ont fait chier, on ne peut pas du jour au lendemain dire moi je vais produire. Voilà. De la même façon que je ne me dis pas du jour au lendemain parce que je me suis engueulée avec un réalisateur, moi je vais réaliser. Voilà. Ça demande une certaine technicité et une formation. Voilà. Elles ne sont pas indispensables forcément à la production, parce que peut-être qu'il y a trop de documentaires et qu'il y a beaucoup de merde. Néanmoins, elles sont indispensables à la création dans la mesure où aujourd'hui, ce sont les seules qui ouvrent des fenêtres à la liberté de création. C'est-à-dire que comme elles ne mettent pas un rond dans les films, comme elles, dans beaucoup de cas, c'est ça, c'est-à-dire qu'elles remplissent leur grille de programme avec du documentaire qui leur coûte rien, au moins elles ne sont pas exigeantes. Elles ne sont pas intransigeantes, elles ne cherchent pas à formater, elles ne cherchent pas à faire de l'audience. Et effectivement, du coup, tous les documentaires qui n'arrivent pas à trouver leur place sur les chaînes hertziennes nationales se reportent vers les chaînes locales. Et pourquoi ces types de documentaires n'arrivent pas à trouver leur place sur les chaînes nationales? Justement parce que ce sont des projets qui sont pas assez formatés, qui ne sont pas assez suffisamment prometteurs en matière d'audience. Et qui ne rentrent pas dans une ligne éditoriale, parce que les chaînes nationales maintenant sont de plus en plus éditorialisées pour des raisons d'audience. Donc voilà, donc ces documentaires ne trouvent pas leur place sur ces chaînes-là, se reportent vers les chaînes locales qui financent mal, d'où l'importance d'un soutien du CNC, ce qu'il disait EUSPI, d'un déplafonnement éventuellement des aides publiques. Et c'est là que ces documentaires arrivent à se faire. Et aujourd'hui, pour les premiers films en particulier, c'est aussi le cas. C'est qu'aujourd'hui, vendre un premier film à une chaîne nationale, c'est quasiment mission impossible. Donc c'est un passage qui est ultra nécessaire. Avec une contrepartie, c'est qu'on n'a pas de diffuseurs qui soient impliqués artistiquement dans les projets. Quand même. C'est-à-dire ils le font parce que ça les arrange, mais ils ne sont pas pour autant de vrais soutiens intellectuels et artistiques à la création.